Bonjour à toi, cher spectateur. Twisters de Lee Isaac-Chung. J'avoue que c'était étrange comme projet. Alors, je vais pas vous dire que je suis un immense fan du premier métrage, puisque je l'ai découvert il y a quelques mois. Donc, ça n'est pas le cas. Mais du coup, ça semblait surprenant. J'avoue que la présence tout de même à la production déléguée de Steven Spielberg pouvait rassurer. Le choix de Lee Isaac-Chung, réalisateur de Minari, en tête d'affiche d'un blockbuster assez étrange. Mais sait-on jamais, ce genre de film est un petit peu le type parfait de blockbuster moderne avec des réalisateurs étranges et des acteurs un petit peu bankable, qui peut donner lieu à un objet surprenant. Le résumé pour faire simple, 5 ans après avoir survécu à une tornade de niveau 5 qui a coûté la vie à 3 de ses meilleurs amis, Kate est recontactée par le seul survivant avec elle de cet événement, Ravi, pour repartir à la chasse. Alors, je vais pas vous dire que c'est le film le plus utile du monde. Honnêtement, on aurait pu se passer de Twisters en 2024, mais il se passe un petit truc. Disons que pour une suite 28 ans plus tard quasiment d'un long métrage qui avait bien marché aux États-Unis mais qui en France n'est pas non plus un immense succès, c'est-à-dire que je crois qu'il a fait 2 millions et quelques de spectateurs, ce qui est plus qu'honorable, hein, on va pas se mentir, mais ça n'est pas non plus un succès total, j'avoue que le film est plutôt bien fait. Dans l'ensemble, le film a vraiment une vibe en fait de long métrage qui, s'il était sorti à la fin des années 90, on l'aurait tout de suite qualifié de petit film culte. Mais comme l'est le premier Twister d'ailleurs, le premier Twister, il est largement reconnu aux États-Unis en tout cas comme un vrai film culte qui a marqué la pop culture américaine des années 90. En France, c'est beaucoup moins le cas, donc je pense que le film n'a pas le même écho clairement dans notre culture et dans notre époque. Mais clairement, on est sur un blockbuster qui fonctionne, on est sur un film qui en envoie plein à la gueule du spectateur, qui a vraiment cette générosité d'action, d'aventure et cette puissance cinématographique qui fait qu'on se laisse embarquer là-dedans. Après, c'est pétri de clichés, de stéréotypes, de facilité. En termes d'écriture, à part quelques petites subtilités, c'est un décalque complet du premier long métrage de Jan de Bont. Donc en termes d'écriture, on n'est pas sur un néant non plus, mais on est sur un scénariste qui s'est pas foulé et qui a vraiment repris la base de Crichton et Martin, et c'est tout. Après, ça reste un bon divertissement. Refaire un film quasiment 20 ans ou presque après le premier métrage, cela peut tout aussi bien sonner comme une idée nostalgique et sympathique que comme la pire des propositions de cinéma, voulant un peu trop capitaliser sur un objet de 7e art qui n'est plus du tout dans l'air du temps. Pourtant, Lee Isaac-Chung passe donc à la mise en scène d'un blockbuster en nous offrant une suite au long métrage de Jan de Bont qui sonne comme un petit bonbon nostalgique sans aucune prétention si ce n'est celle de nous emporter dans un moment d'action et de tension qui se tiennent, qui joue extrêmement bien avec le genre du film d'aventure, le temps d'une épopée classique mais efficace. En termes d'écriture, donc à la base nous avons les personnages développés par Anne-Marie Martin et Michael Crichton, une histoire développée par Joseph Kosinski et écrite ensuite par Mark L. Smith. Alors, vous prenez le film pendant 1h20, c'est Twister. Littéralement. Nous avons le même acheminement des personnages, nous avons le même contexte, nous avons les mêmes ambiguïtés entre les protagonistes, nous avons les mêmes rapports de conflit, nous avons la même évolution, la même chasse aux tornades. C'est quasi identique. La seule chose qui change, c'est Kate, le personnage central, et c'est l'évolution de certains protagonistes au fur et à mesure qu'on avance. Mais la plupart du temps, le film n'a aucune originalité dramatique et cinématographique. Et moi, ce qui me gêne le plus, c'est que foncièrement, Mark L. Smith n'a pas voulu donner tant que ça de profondeur à ses personnages. Ils sont ce qu'ils sont supposés représenter, point. Et débrouillez-vous avec ça. Vous ne les verrez pas avoir une immense évolution dramatique au fur et à mesure du film, vous ne les verrez pas avoir une prise de conscience des rapports qu'ils entretiennent les uns avec les autres, vous aurez un tout petit rapport de force qui va s'inverser au milieu du métrage parce qu'il y a une toute petite idée dramatique qui fait qu'un personnage qui était un antagoniste devient un protagoniste, mais sinon, c'est bateau. Et alors là, ça gêne vraiment parce que pour le coup, c'est convenu. Mais alors convenu! On voit tout venir à l'avance. Et il n'y a aucun moment où on se pose une petite question en se disant « Oh tiens, ça va peut-être changer, il va peut-être y avoir une originalité ou un truc comme ça. » Non! Le film va tout droit et ne dévie jamais de sa course principale. Et c'est vraiment un scénario plat. Et heureusement derrière que la mise en scène, parce que si on se limitait uniquement à l'écriture, le film est lent et, pardon du terme, chiant.
Elle Smith ne semble pas vouloir explorer plus que cela les traumas de son héroïne et cherche surtout donc à jouer sur cette forme dramatique quasiment en miroir du premier long métrage, mais en amenant quelques petits retournements de situation qui donnent un peu de relief à cette dramaturgie assez linéaire. En un sens, on ne demande pas forcément à ce genre de récit de jouer la carte de l'innovation, mais tout de même, l'ensemble sonne par moments comme très facile et très cliché, ne cherchant même pas à innover simplement dans le traitement de ses personnages, donnant cette sensation assez bizarre que la base de cette écriture date réellement de 1996 et non des années 2020. En termes de mise en scène, c'est là qu'il y a une vraie originalité. Alors j'avoue que sur le papier, le choix de Lee Isaac-Chung me faisait un effet de je ne sais combien de blockbusters par le passé qui ont pris des cinéastes indépendants et qui en ont fait des espèces de boules de papier mâché en les faisant rentrer pour caler le coin de la porte. Et Lee Isaac-Chung arrive à être plutôt surprenant ici. Alors je dirais pas que le cinéaste coréen arrive à réellement donner une nouvelle dimension à ce blockbuster, mais ce qui m'a plu en fait, c'est qu'il y a une dimension beaucoup plus terre-à-terre et spirituelle en fait dans ce film. On n'est pas du tout dans le long métrage qui va être quasiment un reportage en immersion avec les chasseurs de tornades, comme c'était le cas d'ailleurs avec le premier Twister, mais c'était assumé par Yann de Bond qui avait vraiment envie d'en faire un espèce d'immense défouloir avec vraiment que de l'action non-stop, et pour le coup ça fonctionnait. En 96 c'était vraiment ce qu'il fallait. Je pense qu'en 2024, si on s'était à nouveau limité qu'à ça, ça aurait peut-être pas complètement marché. Je veux dire, vous prenez dans le même type de production, parce que je fais le lien avec Joseph Kosinski, Top Gun Maverick. Top Gun Maverick, si vous vous limitez simplement à l'écriture, c'est quand même assez bateau. Mais ce qui fait l'originalité, c'est l'immersion complète qu'il y a avec ces scènes d'action faites directement dans un avion. Et ben là, je trouve qu'il y a cette même idée, mais dans la spiritualité qui est entretenue avec les tornades. C'est-à-dire que les tornades ne sont plus traitées uniquement comme des faits scientifiques auxquels il faut trouver une réponse, c'est également traité comme des espèces d'éléments de la nature dont il est impossible de pleinement comprendre la capacité de destruction parce que, en tant qu'être humain, ça n'est pas faisable. On ne sait pas comment ça se forme, on ne sait pas à quel moment ça se met vraiment en place, on ne sait jamais réellement comment ça se construit, et Lee Isaac-Chung crée un lien très intéressant entre sa mise en scène et les tornades. C'est-à-dire que vraiment l'action vient de nulle part, et le cinéaste s'éclate vraiment avec ça pour essayer le plus possible de jouer avec le côté gargantuesque et rocambolesque en fait de cette immersion qui devient quelque chose de réellement palpable. On n'est pas uniquement, encore une fois, dans cette idée de vouloir suivre des chasseurs de tornades, on est dans cette idée d'être avec ces gars-là. Isaac-Chung arrive à apporter quelque chose de très pur et de très simple à la réalisation de son film, parvenant à équilibrer un point de vue très naturaliste par moment et une spiritualité autour des éléments que l'on ressentait moins dans le précédent métrage, construisant alors une intensité plus flagrante et plus frontale. La violence des éléments devient, face à la caméra du réalisateur coréen, un effet de mise en scène plus émotionnel, plus évocateur finalement dans l'esprit du spectateur, car plus proche d'un ressenti que d'un fait scientifique, cela étant souvent appuyé dans le texte par les personnages et mis assez bien en relief dans le visuel par le cinéaste, qui est assez inspiré pour ne pas faire de son film qu'un simple terrain de jeu. En termes de casting, celui-ci est plutôt efficace. Je dois avouer que dans l'ensemble, les acteurs fonctionnent très bien. Glenn Powell est une nouvelle fois très impressionnant, l'acteur démontrant qu'il est capable de porter un film sur ses épaules et d'avoir le charisme nécessaire pour dégager quelque chose de très sincère et de très fun. Anthony Ramos est également très bon dans le rôle de Ravi, je l'ai trouvé très efficace et je trouve qu'il est très attachant. Dans les rôles plus tertiaires, on a Brandon Perea, on a Maura Tierney, on a Harry Adon Patton, on a Sacha Lane, on a Darin McCormack, on a Kiernan Shipka, on a Nick Dodani, on a David Coruscant. Enfin après, les autres c'est vraiment des personnages quasi tertiaires. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'ils apportent vraiment une âme et quelque chose de très sincère au film. J'ai beaucoup aimé notamment l'interprétation de Maura Tierney que j'ai trouvé très attachante et très simple, elle arrivait vraiment à nous embarquer dans son personnage et c'était vraiment fort. Et après, il y a cette héroïne. Honnêtement, je ne sais pas grand chose sur l'actrice, même si je la trouve plutôt sympathique et que honnêtement, elle peut être capable de porter des films. Elle nous l'avait prouvé l'année dernière. Mais je ne misais pas grand chose et pourtant, je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien. Daisy Edgar Jones est vraiment bien dans le rôle de Kate, la jeune actrice démontrant une vraie maîtrise de son personnage et parvenant tout de même à joliment porter sur ses épaules ce moment d'action de haute volée. Au bout du compte, Twisters, c'est surprenant sans être vraiment totalement abouti. En fait, le problème, c'est qu'on est sur un film qui est un décalque du premier en termes d'écriture. Donc à partir de là, c'est un peu difficile de trouver le film très original. Il y a quelques petits trucs à gauche et à droite, mais dans l'ensemble, c'est une copie. Donc ça reste une très bonne copie parce que derrière on a un vrai metteur en scène qui se colle dessus et qui donne vraiment une âme au film. On a des acteurs qui arrivent à donner du relief à leur personnage parce que si on comptait sur l'écriture ça marcherait pas. Mais voilà, il manque cette petite originalité d'écriture pour faire vraiment décoller le film. Pour autant, Twisters de Lee Isaac-Chung, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, je pense que vous allez passer un bon moment et ça reste du très bon film d'action. C'est pas non plus surdimensionné ou rocambolesque, mais
c'est efficace et ça a la force du percute pour vous coller dans votre fauteuil et ne pas vous en décrocher jusqu'à la fin de son film. A plus!